Je tiens à préciser que je mène un style de vie assez droit. Je suis donc certain que ceux que j'ai vus et entendus le soir du Nouvel An n'étaient pas le résultat d'une hallucination ou d'une ivresse, mais étaient bien réels à 100%. Je vis en périphérie d'une petite ville typique du Sud, donc quelques-uns de mes amis vivent plus loin dans les campagnes, accessibles uniquement par ces sombres routes de campagne. Un de mes amis, Darren, vit avec sa famille dans un des quartiers les plus riches de la région, accessible uniquement par ces routes. Chaque année, sa famille organise une fête chez eux pour le Nouvel An, où tous les amis de la famille sont invités, moi y compris. C'est toujours un événement amusant. Donc je suis toujours excité lorsque je reçois l'invitation formelle des parents de Darren par courrier. Comme le climat dans le sud peut être assez capricieux en hiver, il n'a commencé à faire vraiment froid que quelques jours avant le Nouvel An. Je me souviens que l'air nouvellement frigide, combiné aux routes de campagne bosselées, rendait le trajet jusqu'à la maison inconfortable. Habituellement, je ne conduis pas avec mes phares allumés, car je déteste comment les autres conducteurs me les mettent dans les yeux, mais l'obscurité totale de la route sinueuse et étroite nécessitait cette fois-ci leur utilisation. De toute façon, la route étroite était entourée des deux côtés par une dense ligne d'arbres, donc même avec mes phares, il était difficile de voir exactement où étaient tous les virages à venir. Notamment, il n'y a pas d'autre maison entre la bifurcation vers la route et le quartier de Darren, à part une vieille cabane qui semble abandonnée depuis des années, bien que je puisse parfois voir des lumières allumées à l'intérieur lorsque je passe par là. Quelques minutes après le début du trajet, sur une section particulièrement droite de la route, mes phares ont illuminé quelque chose devant parmi les arbres, quelque chose de blanc contre l'obscurité. En m'approchant, j'ai pu voir que c'était la forme d'une personne debout, toute seule sur le côté de la route. Elle ne bougeait pas ni ne se cachait, juste debout, complètement immobile, le dos contre les arbres. C'était visiblement une femme portant une robe ou une robe de chambre blanche, pas du tout appropriée pour le froid. Je n'ai pas éteint mes phares par prudence, donc je n'ai pas vraiment pu distinguer de détails spécifiques dans l'éclat réfléchissant de la robe blanche. En la dépassant, je remerciais mes étoiles chanceuses qu'elle n'ait pas fait un pas sur la route, ce qui m'aurait obligé à m'arrêter, mais ensuite, je me suis demandé si peut-être je n'aurais pas dû m'arrêter pour voir si elle avait besoin d'aide. Peut-être était-elle une autre invitée essayant de se rendre à la fête de Darren, mais ce n'est que lorsque j'ai regardé dans mon rétroviseur pour voir dans l'éclat rouge de mes feux arrière que la femme avait tourné son corps pour me suivre, toujours figée à cet endroit. C'était définitivement inquiétant, et à ce moment, j'étais content de ne pas être le meilleur exemple de bon samaritain. Aucune chance que ce soit une invitée à la fête. Je suis arrivé à la fête sans autre incident autour de 20 heures, me garant dans le cercle de gravier parmi la douzaine, ou ainsi d'autres voitures à l'extérieur de la maison de Darren, qui se situe dans une grande clairière entourée par la forêt, tout comme les autres maisons espacées du quartier. Les festivités se sont poursuivies jusqu'à ce que nous ayons regardé la boule tomber à New York, ainsi que l'horloge de notre propre fuseau horaire sonner minuit, après quoi tout le monde a commencé à partir lentement. Je suis resté un peu pour aider à nettoyer, comme d'habitude, puisque j'étais l'un des amis les plus proches de la famille de Darren. Et au moment où je suis moi-même parti, ma voiture était la seule restante à l'avant de la maison. Quand je suis monté dedans et que j'ai démarré, un voyant de pression des pneus s'est allumé. Ma voiture étant un modèle plus ancien, elle ne m'a pas donné de détails exacts sur quel pneu était bas ou combien avait un problème. Avant de paniquer, je me suis souvenu que ce genre de choses arrive toujours avec mes pneus lorsque le temps froid arrive pour la première fois après une longue période chaude. J'ai pensé que je pourrais rentrer chez moi sans problème, mais avant de partir, je me suis souvenu de cette femme que j'avais vue sur mon chemin. Était-elle toujours là dehors, quelque part? Quelqu'un d'autre l'avait-il croisée? Il y avait une autre route dans la direction opposée que je pouvais utiliser pour rentrer chez moi afin d'éviter cette route, mais cela ajouterait environ 20 minutes à mon trajet. Ce que je ne voulais pas faire si tard dans la nuit et avec des conducteurs potentiellement ivres à l'affût. J'ai décidé de prendre sur moi et de revenir par le chemin que j'avais pris. Je regrette vraiment de l'avoir fait. Peu de temps après être sorti sur cette même route sombre, j'ai senti que quelque chose était différent avec mes pneus. Je pouvais l'entendre aussi,
Cela sonnait comme du métal nu frottant contre la route. Lentement, ma voiture s'est arrêtée net. J'ai murmuré. C'était une situation totalement différente. Tout ce qui me traversait l'esprit, c'était « Mes pneus étaient-ils tombés ?» Contre mon meilleur jugement, j'ai dû sortir de la voiture pour voir ce qui n'allait pas. Stupidement, j'ai éteint le moteur et fermé la porte. Les lumières de la voiture se sont éteintes automatiquement et j'ai été plongé dans l'obscurité profonde de la forêt environnante. Avec la lampe de mon téléphone, j'ai examiné chacun de mes pneus. Mon cœur s'est affaissé quand j'ai vu que chacun d'eux avait été déchiqueté, comme s'ils avaient été déchirés par les griffes d'un animal. J'aurais pu raisonner que si l'un d'eux avait une grande perforation, la route cahoteuse aurait pu causer encore plus de dommages, mais les 4 pneus, cela avait été fait délibérément. Mais non, ai-je pensé, cela aurait-il pu être? Je me tenais là, sans espoir. Personne ne serait dehors à une telle heure sur cette route, même le soir du Nouvel An. J'aurais dû appeler un service de remorquage ou quelqu'un pour venir me chercher, mais bien sûr, il n'y avait pas de service téléphonique si profondément dans les bois. Mais juste au moment où j'étais sur le point de retourner dans la voiture, le vent doux s'est arrêté, les branches nues des arbres ont cessé de se balancer et même la faune qui était encore dehors à cette époque de l'année s'est tue. J'ai gelé. Je n'avais jamais entendu un tel silence auparavant. C'était comme si le temps s'était arrêté pendant 1 minute avant que j'entende le bruit révoltant d'une brindille qui craque quelque part dans les arbres. Quelque chose se déplaçait autour. J'ai instantanément éteint la lumière de mon téléphone, me laissant dans l'obscurité totale. Les feuilles sur le sol continuaient à bruire comme si quelqu'un se faufilait à travers la forêt. Était-ce un écureuil? Un cerf? Non, c'était le type de silence de la proie quand un prédateur était proche. Puis j'ai entendu « Je te vois ». Mon estomac a chuté, tout l'air a été aspiré de mon corps. Je ne pouvais même pas crier. C'était la voix d'une femme, douce et tranquille, provenant de l'obscurité totale de la lisière des arbres, à pas 15 pieds de distance. Elle l'avait dit sans malice, ce qui rendait la chose encore plus effrayante. À ce moment, tout ce que je voulais, c'était me recroqueviller sur le sol et mourir. Puis j'ai entendu « Peux-tu me voir ?» Ce n'est que lorsque j'ai entendu la voix à nouveau que ma réaction de combat ou de fuite s'est déclenchée, mais j'étais désorienté, debout là dans l'obscurité. Je devais rallumer la lumière de mon téléphone si je voulais voir dans quelle direction fuir. J'ai dirigé la lampe de mon téléphone directement devant moi, et là, debout au bord de la lisière des arbres, se trouvait la femme en robe blanche. Cette fois, ses traits étaient visibles. La robe était sale, couverte de taches sombres. Elle était pâle à mourir, maigre comme un clou, et ses cheveux gris en désordre tombaient jusqu'à ses coudes. Mais son visage était presque indescriptible, grotesque, comme si elle manquait la moitié de sa mâchoire, et pourtant, il semblait qu'elle essayait de me sourire. Dans mon horreur indécise, j'ai gardé la lampe braquée sur elle pendant quelques instants avant de prendre mes jambes à mon cou en direction de la maison de Darren. La cabane que j'avais mentionnée plus tôt était plus proche de ma position actuelle dans la direction opposée, mais et si cette femme en était l'occupante réelle? Je ne sais pas si c'était une pensée rationnelle faite sur le moment, mais je n'avais pas le temps de me demander alors que je sprintais sur la route. Je pouvais entendre le craquement des brindilles et le froissement des feuilles derrière moi. Elle me poursuivait, mais j'ai rapidement pu la semer avec une telle poussée d'adrénaline. J'ai atteint la maison de Darren, ignorant le reste du quartier, et j'ai frappé à la porte, suppliant qu'on l'ouvre. Sa mère a ouvert la porte et m'a rapidement fait entrer, voyant à quel point j'étais secoué où j'ai tout expliqué, à elle ainsi qu'à Darren et son père. Ils étaient sympathiques, me proposant de passer la nuit là-bas pendant qu'ils appelaient la police et un service de remorquage, ce que j'ai accepté avec gratitude avant même de contacter ma propre famille. La police a dit qu'ils fouilleraient la zone autour de la route cette nuit-là et que je pourrais récupérer ma voiture et faire une déclaration le lendemain, mais tout ce que je voulais pour l'instant, c'était mettre cette nuit derrière moi et m'endormir dans la chambre d'amis. Mais j'ai bientôt découvert que la nuit n'était pas terminée. Je me suis réveillé de mon sommeil au son d'un léger tapotement à la fenêtre du 2e étage. J'ai regardé l'horloge numérique sur la table de nuit.
Je me souviens de l'heure exactement. 3h14 du matin. Bien sûr, aucune des fenêtres de la chambre n'avait de store. Je n'ai pas osé regarder dehors jusqu'à ce que j'entende la voix étouffée de l'extérieur, la même voix disant « Je te vois ». La femme était toujours là. Elle m'avait poursuivi jusqu'ici et maintenant, elle jetait des pierres pour attirer mon attention. Si je n'avais pas l'intention de regarder par la fenêtre auparavant, maintenant je ne le ferais certainement pas. Je ne comptais pas quitter mon lit ni m'endormir jusqu'au lever du soleil lorsque la famille de Darren se réveillerait. Heureusement, la femme avait disparu. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et nous avons tous regardé dehors ensemble avant que la police n'arrive. Dans le jardin, à l'endroit d'où j'avais entendu la voix, le père de Darren a trouvé un grand couteau rouillé qui n'appartenait pas à la famille, probablement ce que la femme avait utilisé pour lacérer mes pneus. Cela signifiait également qu'elle avait suivi ma voiture jusqu'à la fête dès le début de la soirée et m'avait spécifiquement ciblé alors que tout le monde était à l'intérieur pendant les festivités. Les parents de Darren ont appelé et demandé aux autres invités de la soirée s'ils avaient vu quelque chose de suspect la veille. Et l'un de leurs amis a dit avoir vu quelqu'un en robe blanche se promener dehors depuis la fenêtre, mais n'y avait pas prêté attention, pensant que c'était normal puisque les gens allaient et venaient toute la nuit. Lorsque j'ai fait ma déclaration à la police, je leur ai dit de vérifier autour de cette cabane sur la route ici, car j'avais le pressentiment que cette femme avait un lien avec elle. Ils l'ont finalement fait et m'ont informé qu'ils n'avaient trouvé personne vivant là, mais il y avait des animaux sauvages morts et éventrés éparpillés tout autour des bois. La femme que j'avais vue n'a jamais été retrouvée, ce qui bien sûr soulève toute une série de questions. Les plus effrayantes pour moi sont de savoir comment elle a pu me retrouver si rapidement une fois que j'avais quitté la fête, et si elle manquait tant de sa mâchoire, comment a-t-elle pu prononcer ces mots si clairement? Malgré ce qui s'est passé, je retournerai chez Darren pour le Nouvel An cette année, mais cette fois, je m'assurerai de faire du covoiturage et de prendre le chemin le plus long. Lorsque j'avais 26 ans, j'ai pris un avion pour San Diego. J'y ai séjourné quelques jours chez un ami et j'avais réservé un volume retour tardif. Mon volume a atterri à minuit et le temps de sortir de l'avion et d'arriver au point de ramassage des transports terrestres, il était environ 12h30. J'ai hélé un taxi au hasard dans la section des taxis et lui ai donné l'adresse de chez moi. Il a dit qu'il me prendrait pour $30, ce qui était vraiment une bonne affaire comparée à Uber. Il est sorti pour m'aider à mettre mon sac dans le coffre du van, mais j'ai dit que ça allait, je préférais le garder à côté de moi sur le siège. Il a donc soulevé mon sac et l'a placé sur le siège à gauche, derrière lui. J'étais assise en diagonale par rapport à lui. Il est remonté dans la voiture et a sorti les directions pour mon appartement, et nous étions en route. Mon appartement à l'époque était à environ une demi-heure de route de l'aéroport sans trafic. À cette heure, il n'y avait évidemment aucun trafic. Nous sommes entrés directement sur l'autoroute et nous roulions vite. J'ai surpris les yeux du chauffeur me fixant à travers le miroir à 2 reprises. Et la deuxième fois, il a parlé. Il m'a demandé d'où je venais. J'ai dit San Diego. Il a dit « Oh, très bien ». Ensuite, il m'a demandé ce que je faisais là-bas. J'ai dit que je rendais visite à un ami qui y vit. Sa réponse a été « Votre ami est-il aussi joli que vous ?» Honnêtement, ma première réaction a été de rire, mais j'ai trouvé le commentaire vraiment glauque et c'était la 3e chose qu'il disait pendant le trajet, ce qui n'aidait pas. De là, ces questions sont restées sur le côté flirteur. Il m'a demandé ce qu'une jolie fille comme moi faisait à voyager toute seule. J'ai eu une réponse légèrement impertinente en disant que je n'étais justement pas seul, j'étais en visite chez mon ami, et sa réplique a été que voler seul signifiait que je voyageais seul. J'ai maintenu mon ton légèrement impertinent et ai dit que nous pouvions être en désaccord. Il a ri et a dit qu'il me taquinait seulement. Cet homme devait avoir environ 45 ans, et je trouvais légèrement glauque qu'il drague une jeune fille seule dans la vingtaine de cette manière. Ce n'était pas la première fois que je faisais face à ce genre de situation. Alors que nous continuions sur l'autoroute, j'ai levé les yeux en voyant le viaduc familier juste à côté de ma sortie, mais alors que nous passions devant, il ne ralentissait pas. J'ai dit que c'était ma sortie alors qu'il était littéralement sur le point de la dépasser et nous avons zoomé juste à côté.
J'ai répété plus fort que c'était ma sortie. Il s'est excusé et a dit qu'il prendrait la prochaine. J'ai essayé de jeter un coup d'œil à son écran pour voir s'il avait mis la bonne adresse, mais il était incliné de manière à ce que je ne puisse pas le voir. La sortie suivante était à environ 1 kilomètre plus loin. J'ai commencé à m'asseoir sur le bord de mon siège à ce moment-là. Lorsque la prochaine sortie approchait, j'ai dit haut et fort qu'il devait sortir ici, et sans me répondre, il a allumé son clignotant et s'est engagé sur la sortie. J'ai remarqué qu'il me jetait un regard furieux à travers le miroir. J'ai presque senti une pointe d'agacement sur son visage, mais cela a vite changé quand, moins d'1 minute plus tard, il m'a demandé si j'avais un petit ami. J'ai répondu instantanément que oui, il vivait avec moi. J'ai remarqué qu'il me regardait encore, et je pense qu'il a perçu à quel point j'avais répondu rapidement. Il a demandé comment s'appelait mon petit ami. Oui, sérieusement, j'ai décidé que c'était assez. J'ai dit que j'allais mettre mes écouteurs, alors j'ai enfoncé mes AirPods dans mes oreilles, même s'ils étaient pratiquement morts. Je voulais juste que cet homme arrête de me poser des questions. Demander le nom de mon petit ami était vraiment bizarre, presque comme s'il m'interrogeait. J'ai envoyé un SMS à ma famille et à mes amis proches à propos de ce chauffeur de taxi effrayant et j'ai partagé ma localisation au cas où, Dieu nous en préserve, les choses tournent mal. Nous étions dans un endroit familier de ma ville maintenant. Nous étions arrêtés au premier feu rouge depuis la sortie de l'autoroute. J'ai regardé dans le miroir et tout ce que je voyais était ses yeux me fixant d'une manière presque menaçante. Je sais qu'il ne m'a rien dit car je n'avais même pas de musique ni rien de joué, donc j'aurais entendu s'il avait parlé. Le feu était maintenant vert et il continuait de me fixer. J'ai dû lui dire que le feu était vert et il a commencé à avancer. Aucun membre de ma famille ne répondait, à part mon grand frère qui devait être le seul éveillé, mais il vit à 2 heures de chez moi. Mon frère m'a dit que je devrais quitter la voiture si je me sentais menacé ou en danger. Nous étions maintenant sur une route principale de ma ville, mais il n'y avait aucune voiture sur la route. Il était près d'1 heure du matin en semaine. Nous nous sommes arrêtés à un autre feu rouge et j'ai senti cet homme me fixer à nouveau à travers le miroir. J'ai alors remarqué une voiture de police garée dans un parking vide. Dans une décision de dernière minute, j'ai attrapé mon sac et mon sac à dos et j'ai glissé la porte du van. L'homme a commencé à me crier dessus. « Que fais-tu » Et il a tenté de fermer la porte avec le bouton de commande électrique à l'avant, mais j'ai forcé l'ouverture et dès que la porte a été assez ouverte pour que je puisse sortir, j'ai foncé vers la voiture de police. Au lieu de sortir de la voiture et de me poursuivre pour obtenir son argent, il a simplement continué à rouler, ce qui était déjà un énorme signal d'alarme. Lorsque je l'ai vu partir, j'ai arrêté de courir et ai réduit ma vitesse à une marche rapide jusqu'à la voiture de police. L'officier à l'intérieur m'a remarqué alors qu'il levait les yeux et baissait sa vitre. Je lui ai expliqué que le chauffeur de taxi qui me conduisait me donnait de très mauvaises vibrations et que j'étais parti pour ma propre sécurité. J'ai demandé au policier s'il pouvait me raccompagner chez moi et heureusement, il a accepté, me disant de monter à l'arrière. Évidemment, être une femme effrayée a joué en ma faveur, mais je ne pense pas qu'on devrait aller voir les policiers pour leur demander de nous servir de service de taxi gratuit. En tout cas, à ce moment-là, le taxi était déjà loin. Le policier m'a conduite chez moi et nous y étions en environ 5 à 10 minutes. Je suis rentré et je n'ai même pas pris la peine de déballer mes affaires. Je suis allé directement me brosser les dents et me coucher. Cependant, juste au moment où je me mettais au lit, il y a eu des coups à la porte d'entrée de mon appartement. Et si c'était le chauffeur de taxi? Après tout, il avait mon adresse. Et s'il était venu pour son argent ou pire? Les coups ont persisté pendant quelques minutes, puis il y a eu un silence de quelques minutes et ensuite, plus de coups. Évidemment, je n'ai jamais quitté ma chambre. Je ne voulais pas être près de la porte d'entrée. La porte était verrouillée et c'était ce qui comptait. Finalement, les coups ont cessé et je me suis endormi. Le lendemain, je suis retourné travailler. J'avais un poste un peu plus tardif, heureusement, donc je n'avais pas besoin de me lever trop tôt. Pendant que j'étais au travail, j'ai reçu un appel de mon voisin d'à côté, Georges. Il m'a dit que mon père avait essayé de rentrer dans mon appartement plus tôt pour déposer quelque chose, mais qu'il n'avait pas de clé.
Georges appelait pour confirmer que j'attendais effectivement mon père, et j'ai dit que non, je n'avais pas eu de nouvelles de lui. Georges a dit qu'il ne l'avait pas vu laisser quelque chose. Il vérifiait juste à travers les fenêtres, ce qui a attiré son attention. Je l'ai remercié, puis j'ai appelé mon père qui, comme je m'y attendais, m'a dit qu'il était au travail et n'était pas passé chez moi. J'en ai profité pour expliquer toute la situation du chauffeur de taxi à mon père, encore une fois, mais au téléphone cette fois. Il voulait que je vienne chez eux pour quelques nuits et j'ai accepté. Je devais juste rentrer chez moi et préparer mes affaires d'abord. Après le travail, je suis rentré chez moi pour 21h. J'ai terminé ma lessive de la veille et j'ai préparé un sac avec des vêtements et mes affaires de travail pour les prochains jours. Quelque chose dans mon appartement semblait étrange ce soir-là. Je ne me sens généralement pas nerveuse quand je suis seule, mais cette nuit-là, j'avais l'impression de ne pas être seule. Au fond de moi, je pensais que c'était parce que toute la situation du chauffeur de taxi me mettait mal à l'aise, mais j'avais l'impression d'entendre de petits craquements dans le plancher en bois, comme sous la pression du poids de quelqu'un. Je n'arrivais pas à déterminer d'où ça venait. J'étais honnêtement en train de me faire peur, et j'essayais de me dépêcher de rassembler toutes mes affaires pour partir. C'était à peu près au moment où j'étais prête à quitter la maison quand j'ai entendu un bruit de grincement venant du couloir de la chambre d'amis. Je me suis retourné et j'ai entendu une voix dire « Je ne voulais pas te faire de mal » et j'ai vu un bras apparaître en vue derrière le mur. J'ai juste pris mes jambes à mon cou vers la porte d'entrée avant qu'il puisse même entrer dans le couloir. J'étais dehors, en train de crier et de frapper à la porte de mon voisin Georges. Il était encore assez tôt pour que lui et sa femme soient réveillés. Ils sont sortis précipitamment et j'ai supplié de l'aide. Au lieu d'entrer dans mon appartement, nous avons appelé le 911 et avons attendu que les policiers arrivent avant d'entrer. Mon appartement n'était pas très grand, donc vérifier chaque cachette potentielle n'a pas pris longtemps. La porte coulissante arrière menant à la cour partagée était ouverte, ce qui suggérait également qu'il s'était enfui par l'arrière-cour. Malheureusement, je n'avais aucun enregistrement du trajet en taxi que j'avais pris, donc je n'avais pas le numéro du taxi ni la plaque d'immatriculation. Rien. Je pouvais seulement le décrire comme un minivan jaune et donner la description de l'homme. J'ai cependant décrit l'itinéraire que nous avions pris et l'heure à laquelle je me souviens être entré en ville, en espérant peut-être qu'il pourrait frapper aux portes des entreprises locales et vérifier leurs caméras pointées vers les rues. J'ai pris mes sacs déjà préparés et suis allé chez mes parents où je suis resté pendant 1 semaine. Ils voulaient que je reste encore plus longtemps, mais je devais rentrer chez moi. Mon père m'a aidé à installer des caméras d'Amazon sur mes portes avant et arrière, et j'ai aussi acheté un taser à mettre à côté de mon lit pour ma défense personnelle. J'ai vécu dans 2 appartements différents depuis cette expérience. Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser le taser. J'évite également les taxis maintenant si je suis seul, car ils sont beaucoup moins traçables qu'une application de covoiturage. Mais aussi, vous entendez parler de faux chauffeurs de taxi qui enlèvent des gens tout le temps. Je me demande si c'était vraiment un chauffeur de taxi ou si c'était un véhicule volé.